Bonjour à tous, chers abonnés de la chaîne YouTube d'Omerta, ravi de vous retrouver en 2025 pour une nouvelle année avec plein de choses de prévues. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec, je vous le disais, voilà, avec énormément de sujets, énormément de choses, à commencer par évidemment notre magazine Anti-Woke, en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés, que vous pouvez retrouver dans 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Et justement aujourd'hui, pour parler de ce sujet, pour parler de nos libertés, pour parler notamment aussi du wokisme, pour ce premier entretien de l'année, je reçois Clémence Oudiakova. Bonjour Clémence. Bonjour Rémi et merci beaucoup, bonne année à tous. Bonne année également, meilleurs vœux, plein de belles choses également pour Tocsin, parce qu'on le rappelle, vous êtes animatrice et rédactrice en chef de la matinale Tocsin. J'ai tout juste. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais vous interroger par rapport à ce magazine que nous avons sorti maintenant il y a quelques semaines, Anti-Woke, en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés. Vous, ce titre, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors d'abord, je voudrais, et c'est bien qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus, le mot woke, le problème c'est que ça fait maintenant bientôt 2 ans, je pense 3 ans qu'on l'utilise de façon régulière, en tout cas dans les médias. Et je ne crois pas qu'il parle vraiment à tous les Français, ce mot de wokisme, pas encore en tout cas, ou en tout cas il sonne un peu abstrait. Il faut rappeler, et on le voit très bien à travers votre magazine et vos reportages, au sein du magazine, que évidemment c'est ultra concret et ça concerne, je suis mère de famille donc je suis bien placée pour le dire et le savoir, malheureusement, je pourrais vous donner des anecdotes, que le wokisme, donc on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas il y a une forme d'ingérence d'une idéologie qui veut pervertir nos enfants et c'est de l'ultra concret. Et c'est tous les jours dans les écoles et même ailleurs dans les espaces, que ce soit les bibliothèques municipales, les parcs de jeux, ou encore, moi je peux vous le dire, j'étais à Lyon il y a 1 semaine et demie, on va dire, dans un restaurant avec mes enfants. Je voyais qu'il y avait des animations dans un restaurant qui avait l'air très bien par ailleurs, avec de la viande locale, etc. Mais il y avait des animations dans ce restaurant. Et quelles étaient les animations ? Eh bien, la veille, on avait raté ça d'une journée, la veille, il y avait des rencontres trans et des animations, des shows trans. Et on voyait, elle s'appelait la fille qui animait, qui donc un homme devenu une femme. Elle s'appelait Petit Coquelicot, puis il y avait Fine Bouche à côté. Enfin bon, en plus avec des noms qui ont des sous-entendus. Et donc ça, c'est du concret tous les jours. Et vos enfants, en fait, il y a un viol psychique qui peut arriver et une invasion de votre présent, des lieux où vous êtes avec vos enfants. Vous n'avez pas cherché ça et on vient l'envahir. Et donc, évidemment, Béatrice Rosen et puis les deux, Sonia Mabrouk et Christine Kelly en parlent. Mais c'est votre présent tous les jours, en fait, qui peut être envahi. Donc, c'est ultra concret. Vous parlez justement de cet envahissement, de ce côté, de ces thématiques qui envahissent finalement qui envahit notre société. Il y a l'éducation sexuelle à l'école qui apparaît petit à petit. Il y a un programme scolaire qui a été défini pour la rentrée prochaine, justement, en tant que maman, comme vous le soulignez. Comment vous voyez cette arrivée au sein de nos structures scolaires ? Alors, d'abord, vous avez raison, il y a un programme scolaire qui est même si les milices disent que ce n'est pas vrai, mais bon, il y a bien un programme d'éducation sexuelle qui est en cours, mais en fait qui avait déjà lieu dans certaines écoles. Et oui, en tant que maman, je suis extrêmement inquiète. Et en fait, moi, j'ai donné la parole beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, à Sophie Audugé de SOS Éducation. On avait lancé l'alerte, et ça avait déjà lieu l'année dernière, sur le fameux prix Goncourt lycéen, où en fait, l'école organise des lectures de livres des prix Goncourt. Dans ces prix Goncourt, Goncourt a sélectionné, il faut le dire quand même, du porno trash grave, quoi, et suicidaire au passage. Et donc vos enfants peuvent se retrouver à lire ça pour le bien, soi-disant, de son éducation littéraire.
Et donc moi, demain, ma fille aînée peut se retrouver à avoir ça entre les mains. Donc évidemment que parce qu'en fait, une fois que c'est fait, le mal est fait. On ne peut pas dire, ah non, pardon, erreur de notre part. Non, le viol psychique a eu lieu. Vous parlez d'ailleurs du Goncourt des lycéens et Sophie Audugé justement expliquait que son association avait écrit à Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, avant l'arrivée d'Elisabeth Borne, et du coup qui avait répondu à cette lettre. Anne Genetet avait dit oui, en effet, mais ce livre sera bien présenté finalement aux élèves. Comment analysez-vous ces arguments pour vous? C'est de l'entourloupe comme toujours, c'est de la communication, ce n'est que ça. Elle a été prévenue, je sais même de sources proches du cabinet que l'émission que nous avons faite sur le sujet pour alerter sur ce porno trash dans les prix Goncourt au lycée est revenue jusqu'à ses oreilles. Donc elle est tout à fait au courant de la réaction que ça a pu avoir massive auprès des parents et pourtant, justement, absence de réaction concrète politique parce que visiblement, c'est tout simplement l'action qu'elle veut mener. Comme on va en reparler après, les agriculteurs, on gagne du temps, on donne des mots rassurants sur le Mercosur et autres, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit bien que le Mercosur passe, et puis que les agriculteurs, eux, continuent de se suicider. On y reviendra juste après, mais pour rester un petit peu sur cette thématique du wokisme, qui est finalement une très large thématique, comment vous voyez l'évolution de cette société actuelle et pour vous, jusqu'où cela peut aller? En fait, je suis très inquiète par justement cette infraction qu'il peut y avoir au sein des cerveaux de nos enfants, mais pas très inquiète sur le bon sens des Français. En fait, c'est une minorité qui mène cette action, comme toujours, qui est une action extrêmement nocive et qui peut toucher tous nos enfants parce que justement, elle passe par le ministère de l'Éducation notamment, donc c'est gravissime. Mais en réalité, si les Français étaient vraiment avertis, je suis persuadée que la majorité des Français sont opposés à ce genre de courant idéologique. Seulement aujourd'hui, le problème n'est pas le bon sens des Français, mais qui dirige le pouvoir et qui mène la danse. Et visiblement, cette minorité a décidé de ne plus écouter les Français. Alors, par rapport justement à ce que vous disiez, tous les Français ne sont pas au courant. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une fracture sociale, finalement, entre, on va dire, Paris et le reste de la France, ou en tout cas les grandes villes, les grandes métropoles, et le reste de la France, les campagnes, pour venir d'un petit village de campagne de 750 habitants, c'est vrai que ces termes de wokisme ne reviennent jamais. Et évidemment, voilà, et c'est absolument pas les conversations dans les bistrots des villages. C'est pour ça que je dis, c'est un terme que nous comprenons entre médias, mais qui convient de replacer au centre du village, c'est le cas de le dire. Donc oui, évidemment qu'il y a une rupture, j'irai plus loin, une rupture entre le peuple et une élite française, mais même une élite bruxelloise, qui elle-même est menée par la baguette par une autre élite financière américaine. Ça va jusqu'à là. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas compris que ces gens-là ne souhaitent pas non plus la démocratie ou la voix du peuple, et donc le bon sens populaire opposé à cette idéologie woke, on ne saura pas contre qui se battre. En fait, c'est ça. Et vous avez bien raison de dire que oui, c'est aussi le problème. C'est-à-dire que les villageois, les agriculteurs, les entrepreneurs qui se battent tous les jours pour survivre malgré la hausse des taxes, la hausse de l'électricité, etc., eh bien, aujourd'hui, si on leur parle wokisme, ils ne se sentent pas directement concernés. Et en fait, si, ça touche directement leurs enfants, nos enfants, et donc notre avenir. C'est quelque chose, malgré tout, qui semble perdurer. Est-ce que pour vous, ça peut durer encore des décennies, le wokisme? Je pense que c'est un mal. Alors, il y a plusieurs choses. C'est un mal qui est lié, comme on l'a dit, à une élite, et qui, tant que cette élite durera, l'ensemble des mots qui lui sont accolés continueront, évidemment. Après, il y a quelque chose à savoir, c'est que je pense que le wokisme ne prend sa place que sur un corps malade. Si nous savions, nous, Français, qui nous étions, et ce que nous voulons être, et si nous revendiquions notre identité, cette fameuse identité de Gaulois réfractaires qu'on nous reproche, si nous étions fiers de cette identité, la maladie wokiste ne pourrait pas se répandre, en fait. Je vais également revenir à
certaines affaires. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, de la mainmise américaine sur Bruxelles. Mais au-delà de ça, il y a certaines affaires qui ont éclaté cette année aux États-Unis. Je pense à l'affaire P. Diddy notamment. Le rappeur américain est notamment accusé de trafic sexuel ou encore de prostitution forcée. On a aussi connu l'affaire Epstein. Des personnes qui étaient haut placées finalement dans la société américaine, qui visiblement se sentaient intouchables. On sent que petit à petit, il y a une certaine... il y a certaines choses qui sont de plus en plus pointées du doigt, et donc ces personnes intouchables, finalement, le sont de moins en moins. Est-ce que la roue est en train de tourner ? Alors je pense que la roue est complètement en train de tourner, et va tourner très fortement à partir du 20 janvier, quand le gouvernement Trump va prendre définitivement la place. Mais alors sur l'affaire P. Diddy, c'est très intéressant parce que oui, P. Diddy, il y a des réseaux. On n'a pas le droit de dire le mot réseau pédocriminel, mais ils existent. Et notamment, on sait que le clan Clinton défendait P. Diddy. Donc évidemment, là, on est sur des connivences très très haut placées et sur des personnes qui peuvent tomber, qui seraient très très inquiétantes pour elles et pour en fait une série de personnes qui suivent, si vous voulez, de ce milieu politique. Donc évidemment, là, on touche à quelque chose de très grave, et c'est pourquoi aujourd'hui on sent une énorme tension, non seulement autour de ces sujets. D'ailleurs, P. Diddy, d'un seul coup, est isolé, plus personne ne réagit à ce qui se passe. On sent que les anciens soutiens s'éloignent, surtout de ne pas être affiliés à cette personne. On préfère le laisser mourir tout seul en prison, voire s'auto-suicider, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, on sait que les choses tournent. Elon Musk a très souvent, le patron de X, demandé à ce qu'on publie les carnets noirs de Einstein, mais aussi qu'on fasse évidemment la lumière totale sur l'affaire P. Diddy. Donc on sait très bien qu'ils ont, une fois que Donald Trump arrivera au pouvoir, qu'ils auront la possibilité d'ouvrir des archives et de mettre en avant des informations qui sont pour le moment restées totalement sous secret et sous scellé. Et alors là, à mon avis, ça va faire très mal. Ça va faire très mal, et je pense que le camp démocrate peut être mouillé. On parle des États-Unis. Oui. Est-ce qu'en France, on peut avoir des affaires similaires? Carl Zero le dénonce très régulièrement. Ah, bien sûr. Alors déjà, l'affaire Epstein, elle a une branche en France, clairement. Oui. On sait d'ailleurs que autant ici aux États-Unis, il y a eu des auto-suicidés dans les prisons, mais en France aussi, il y a eu un mort en prison, un témoin de grande importance. Oui, bien sûr, la France est tout aussi concernée, peut-être pas autant que les Américains, mais tout aussi concernée par les réseaux pédocriminels. Et oui, Carl Zero est le premier bien placé pour le savoir, parce qu'il suit ça depuis très longtemps. Et donc, on verra bien ce qui ressort. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, en fait, peut nous permettre, malheureusement, on n'aura pas fait nous-mêmes l'effort d'ouvrir ces portes, mais peut, par un effet de chaîne, en fait, peut nous permettre nous-mêmes d'ouvrir ces dossiers qui sont pour le moment totalement mis de côté. Est-ce que justement, peut-être, en ouvrant ces dossiers, comme vous le dites, qui sont mis de côté, ça pourrait mettre en lumière de nouvelles choses, de nouveaux réseaux pédocriminels? Est-ce que la justice française peut-être va être aussi obligée d'agir sur ces thématiques-là? Pour le moment, la justice criminelle en France est très condescendante vis-à-vis des personnes qui ont pu avoir des actes pédophiles. On peut se rappeler notamment de ce magistrat qui avait lui-même mis son enfant, sa fille, entre guillemets, en vente sur un marché pédophile, et qui s'en est sorti libre, sans prison. Je crois qu'il avait juste un bracelet électronique. Un récit d'ailleurs que l'on raconte dans notre magazine. Ah voilà. C'est parfait. Anti-woke. Lisez le dernier numéro d'Omerta. Donc évidemment, on voit bien qu'on a une espèce de tolérance incroyable vis-à-vis de ces réseaux pédocriminels. On peut se demander pourquoi. Est-ce que justement les magistrats sont eux-mêmes touchés par ce réseau? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes concernés? Est-ce qu'il y a du « je te tiens par la barbichette, tant que tu ne parles pas de moi, je ne parlerai pas de toi » Il y a certainement de tout ça. Je ne veux pas ici m'avancer trop tant qu'on n'a pas d'éléments sûrs, mais voilà, on voit bien, en tout cas dans les faits et dans les rendus de justice,
qu'on est trop tolérant sur ces sujets-là, alors qu'on ne l'est absolument pas sur d'autres sujets de liberté d'expression, des agriculteurs qui tentent de se faire entendre, etc. Donc on voit bien un deux poids, deux mesures concernant ces réseaux pédophiles en France, c'est clair. On reviendra juste après sur la question des agriculteurs, mais on parlait tout à l'heure notamment de l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la question de la sexualité n'a pas pris une place trop importante au sein de notre société? On sait que les jeunes ont accès de plus en plus tôt à la pornographie via les sites, même s'il y a des mesures qui sont prises, c'est plus ou moins respecté par les plateformes. Il y a les plateformes comme Mime, OnlyFans, on en fait la promotion constamment sur les réseaux sociaux, par le biais notamment de certains influenceurs. Quel regard portez-vous sur aujourd'hui la place de cette sexualité au sein de notre société? Mais déjà, rappeler que finalement, le wokisme est lui-même né de certains idéologues aux États-Unis qui eux-mêmes avaient des connotations ou des volontés pédophiles. Il faut le rappeler, Sophie Audugé, les mamans louves le rappellent très bien aussi. Donc tout ça, il y est. Cette importance de la sexualité chez l'enfant, qui ensuite a été reliée chez nous, d'ailleurs, à une époque par un certain Cohn-Bendit et d'autres, Libération, et qui est reprise aujourd'hui de manière encore plus virulente, elle n'est pas anodine. Derrière, il y a d'autres volontés peut-être que de servir ces réseaux-là. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, on comprend ce qui se passe. Et bien sûr que la sexualité est beaucoup trop présente, et d'ailleurs, Maurice Berger et SOS Éducation rappellent que la sexualité ne devrait pas avoir lieu dans le milieu de l'enfance. On parle de sensualité, mais pas de sexualité. Il y a un âge, évidemment, où tout ça s'apprend, mais autant on peut parler d'un ressenti, du sens, de ce que peut ressentir un enfant vis-à-vis d'une fille, etc. Mais la sexualité, c'est une erreur. Et on commet cette erreur tous les jours. Et quand je parlais de viol psychique, ce sont les termes du docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, grand spécialiste de ces questions-là, qui explique que oui, on dépasse, on déborde totalement le monde, l'univers de l'enfant, avec ces termes-là et avec cette invasion et cette volonté à éduquer à la sexualité, alors qu'on n'en a absolument pas besoin. Ce n'est pas ce que demande l'enfant, en fait. Il a besoin d'être protégé, mais pas d'être éduqué. Et là, ça va être un petit peu l'instant autopromo pour Omerta, parce que Omerta traite également de ces thématiques sociétales lourdes, avec son dernier documentaire que vous pouvez retrouver dès à présent sur l'application Omerta et www.omertamedia.fr. Sugar Baby, l'Eldorado 2.0, une plongée au cœur de la prostitution des mineurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir, notamment en tant que parents, mais c'est sûr que ces questions d'attrait à la sexualité dont on parlait là, ouais, et cette question de la prostitution des mineurs est quelque chose de très inquiétant dans une société où finalement la sexualité, la sensualité, en tout cas les termes que l'on peut utiliser par rapport à ça, est présente partout. Ouais. Alors, alors ça c'est encore un autre problème, et d'ailleurs c'est un phénomène qui se développe énormément. Évidemment, il y a le côté de l'argent facile, peut-être d'enfants désemparés, mais il me semble avoir déjà lu des analyses comme quoi finalement ces enfants qui passaient le pas de la prostitution n'étaient pas forcément des enfants totalement désargentés, issus de milieux totalement déclassés. Donc c'est particulièrement inquiétant en effet, et ça vient beaucoup, et je sais que Omerta a beaucoup travaillé là-dessus, évidemment de la mise en relation par les réseaux. Les réseaux, les communications Internet. Et malheureusement, la jeunesse est représentée sur ces réseaux, et surtout, elle est très en danger, très vulnérable, et donc peut-être évidemment alpaguée par n'importe quel violeur en puissance qui tente de communiquer avec ces petits jeunes qui sont énormément sur les écrans, malheureusement. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, je vais vous dire, l'éducation nationale qui, soi-disant, veut protéger les enfants, distribue, moi mes enfants sont en école publique, distribue des tablettes. Je me fais harceler pour que ma fille récupère la tablette qui est offerte par la région Île-de-France. Grand cadeau, n'est-ce pas? Eh bien, comme je ne vais pas récupérer cette tablette, je me fais harceler, je reçois des mails à peu près toutes les semaines, et il y avait une cérémonie de remise de tablettes numériques, à laquelle évidemment je ne suis pas allée.
ni ma fille. Et donc on se fait harceler pour récupérer des tablettes numériques à travers lesquelles vont donc pouvoir passer les fameux violeurs en puissance, ou en tout cas, si on va nous dire que c'est protégé, au moins c'est donner à nos enfants un appétit de l'écran qu'ils ne vont pouvoir assouvir qu'à travers un autre écran, et donc pouvoir enfin être totalement victimes et vulnérables face à ces violeurs en puissance. Donc si on veut vraiment protéger les enfants, au lieu de faire des cours d'éducation sexuelle à l'école qui en fait continuent de violer l'enfant psychiquement, eh bien qu'ils commencent par arrêter les réseaux et le numérique à l'école, ce qui est une absurdité totale. Et justement, vous parlez du numérique, vous parliez également tout à l'heure des réseaux sociaux. Justement, cet essor des réseaux sociaux en tant que mère, comment vous le voyez aujourd'hui? Comment arrivez-vous à protéger vos enfants, notamment de ces questions-là, à l'heure où finalement de nombreux parents accèdent à la demande de leurs enfants en leur autorisant téléphone, tablette, réseaux sociaux parfois? Oui. Alors c'est horrible, une fois dans une salle d'attente d'un médecin, j'ai entendu un enfant se plaindre parce qu'il avait été limité. Vous savez, il y a des programmes pour limiter le temps de l'enfant sur son téléphone. Il dit: ah, maman, je n'ai eu que 7 heures aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on en est, dans quel désastre on est. 7 heures d'écran? D'écran, enfin de téléphone, oui. Dans la journée. Donc oui, alors moi, mon combat évidemment est complètement anti-écran. Mes enfants sont encore tout petits, donc, et puis ils sont déjà très très avertis. Mais je vais faire le choix, justement que je suis en train de faire en ce moment, d'une école dont le directeur prend des dispositions anti-écran. Ça c'est clair. Je ne peux pas mettre mon enfant dans une école où on me rappelle toutes les semaines, enfin ce qui est le cas pour le moment, mais donc on va changer d'école, que je suis censée récupérer la tablette de ma fille, vous voyez. Donc non, on est complètement envahi, mais ça reste très compliqué pour les parents de dire non, je le sais. Donc on est obligé de tempérer en disant je t'en donne un, mais pas tant de temps que ça. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Pour le moment, moi j'informe mes enfants du danger des écrans, qui n'est pas que celui des réseaux pédophiles, hein, qui est avant tout celui d'un cerveau bousillé avec des informations sucre qu'on nous balance comme ça, et le cerveau n'est plus capable de mener une réflexion lente ni d'avoir une lecture approfondie. Donc c'est surtout ça, avant même la question pédophile, qui est évidemment gravissime. Donc oui, évidemment que moi je vais lutter de tout mon cœur, mais c'est absolument pas une question simple, et je sais que, et en plus nous sommes deux, j'ai un mari, donc un père très présent, mais je comprends parfaitement qu'une maman seule, par exemple, soit totalement débordée et parfois cède à l'attrait de l'écran, qui a un effet hypnotiseur en fait, et donc qui calme les choses à la maison. Merci beaucoup Clémence Oudiakova pour cette première partie. On va tourner la page du wokisme et de notre magazine. On va passer à une actualité brûlante, chaude. Ça se passe en ce moment même, avec des agriculteurs eux aussi démunis qui appellent sans cesse le gouvernement à l'aide, un gouvernement qui ne les entend pas. Les agriculteurs qui sont aux portes de Paris à l'heure où on enregistre cette interview, et qui essaye pour le moins d'avancer tant bien que mal. Avant de revenir sur ce qui a pu se passer ces dernières heures avec les interdictions de rassemblement et l'arrestation notamment du secrétaire général de la coordination rurale, quel regard portez-vous en règle générale sur le traitement médiatique de cette crise des agriculteurs qui semble fonctionner par phase? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est désespérant pour les agriculteurs, c'est que on ne les entend que quand, un, ils se suicident, deux, ils font des révoltes aux portes de Paris. Le reste, ils peuvent toujours crever la bouche ouverte. Et c'est vraiment le problème de nos pauvres agriculteurs. C'est un sujet qui m'est très très cher, que je suis depuis toujours. J'avais même préparé un livre sur le suicide des agriculteurs, pas que d'ailleurs, aussi les forces de l'ordre et la santé, que je reprendrai peut-être un jour. Il y a une véritable détresse qui est incomprise, ou volontairement incomprise, on va peut-être y revenir, avec des politiques qui font semblant de dire « Ah, ok, on va accéder à vos vœux », mais qui restent dans la même logique d'ailleurs bruxelloise, qui donc ne libérera jamais nos agriculteurs de la compétitivité européenne et même mondiale dans laquelle on les met. Et donc oui, il y a une énorme souffrance de nos agriculteurs qui cherchent pourtant à faire bien et bon.
et qui, au passage, servent notre santé. Donc, en plus, c'est relié à plein d'autres sujets. Et qui, malheureusement, ne sont entendus aujourd'hui que parce qu'ils sont aux portes de Paris. Et donc, ça finit par inquiéter les autorités et éventuellement à stimuler un peu BFM TV. On a vu justement donc, cette intensification de la mobilisation avec un gouvernement qui a longtemps fait la sourde oreille. Finalement, François Bayrou propose aux syndicats agricoles de les rencontrer le 13 janvier prochain. Nous sommes le lundi 6 janvier. Dans une semaine, finalement, quel message envoie François Bayrou quand il leur dit très bien, je vais vous recevoir, mais attendez un petit peu une semaine, alors que finalement, le cœur de la mobilisation, le cœur de la bataille est actuellement... Bon, de toute façon, alors on peut faire un mot sur François Bayrou. C'est quand même, depuis le début, il fait des ratés. Pour Mayotte, il avait dit ah ben non, je vais aller à Pau, m'occuper des affaires de Pau. C'est le Premier ministre plus une semaine. Une semaine après. Premier ministre une semaine après. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Et là, il décale d'une semaine comme s'il y avait d'autres affaires à gérer. Alors, il a toujours un tempo de retard, mais aussi, je pense, un mot de retard. Et puis, de toute façon, alors là, pour le coup, soyons concrets, je n'attends absolument rien du gouvernement. Celui-là, comme celui d'avant, comme le prochain. Tant que ce sera le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y aura que, à la limite, des promesses non tenues, comme à chaque fois, comme on l'a vu pour le Mercosur, comme on l'a vu pour les autres traités internationaux, comme on l'a vu pour tout. Et donc, finalement, c'est très bien de suivre l'actualité et de suivre les promesses de Bayrou, mais rien ne va en sortir. Ils ne font que gagner du temps à chaque fois. Et en plus, on le sait, on en a parlé ce matin avec les agriculteurs, ils vont faire exprès donner la parole à la FNSEA, syndicat pour le moment majoritaire, mais concrètement pas sûr, parce que quand on voit sur le terrain, c'est plutôt la coordination rurale qui est la plus présente et la plus visible. Pour le moment majoritaire, on connaît la collusion de la FNSEA et notamment du patron de la FNSEA avec la grosse industrie. Donc évidemment, lui a tout intérêt à servir les intérêts lui-même de la Macronie puisqu'ils sont liés, qui n'est pas absolument pas les intérêts de l'ensemble de l'agriculture. Mais on voit d'ailleurs un rejet progressif de la base de la FNSEA, donc du syndicat majoritaire, face à cette, entre guillemets, élite, à ceux qui les dirigent dans le syndicat, et qui progressivement sortent du syndicat ou au moins donnent leur soutien au mouvement qui est aujourd'hui mené, notamment par la coordination rurale. Et on voit justement une coordination rurale, comme vous le disiez, on voit qu'elle sur le terrain, elle est omniprésente, cette coordination rurale. Son secrétaire général a été arrêté hier dans le 17e arrondissement, alors qu'il se rendait en voiture place du Brésil. Alors j'ai des informations là-dessus, parce qu'on les a eues ce matin en direct. Et en fait, il n'a même pas eu le temps de sortir de sa voiture, qu'il était déjà arrêté. Il n'a rien fait. Apparemment, il enfilait son bonnet jaune et il a été arrêté. Il n'avait absolument rien fait. Donc, en fait, interdit ad nominem, cette personne est interdite d'être à Paris. Donc, voilà où on en est dans la liberté de circulation. Un petit peu à l'image des Gilets jaunes, où on avait vu énormément de prise de décision de la justice à l'encontre de personnalités des Gilets jaunes. Est-ce que ce mouvement des agriculteurs peut ensuite, provoquer un... On a entendu Pierre-Guillaume Mercadal, l'un des porte-parole justement de la coordination rurale, a appelé à un blocus généralisé. Il disait il ne s'agit pas seulement du mal des agriculteurs, mais du mal des classements et du malheur de l'ensemble des Français aujourd'hui. Et donc il appelait les taxis, qu'on a pu voir manifester il y a peu de temps, le milieu de la santé, mais tous les autres, les entrepreneurs. Je rappelle quand même qu'on a fait une année record de faillite d'entreprises. Donc, tout le monde en fait est concerné par ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut en fait presque élargir un peu le sujet. On n'est pas que sur un sujet agricole et puis les trois demandes concrètes que demandent aujourd'hui les agriculteurs. Non, on est sur la survie de ce qui fait la France. La survie des Français, la survie des entreprises et la survie évidemment des agriculteurs qui travaillent la terre. La survie de sa souveraineté, d'une certaine souveraineté française. Et bien évidemment, c'est la souveraineté française et les intérêts de la France face à des intérêts, on va dire, carnivores qui viennent du monde entier. Et ça, je veux dire, c'est la jungle, c'est normal que tout le monde cherche à aller se nourrir sur la bête. Mais la France et les autorités françaises, eux, devraient quand même, la moindre des choses quand on est en politique, c'est de vouloir défendre les intérêts de son pays. Et donc de défendre ces bêtes que nous sommes aujourd'hui acculés face au mur et à dévorer de partout. Alors pourtant, on voit
Paris barricadé par les forces de l'ordre, avec des forces de l'ordre justement qui empêchent les agriculteurs de passer. On voit presque un président qui finalement se renferme dans une coquille, mais ça dure depuis déjà des mois et des mois. Qu'est-ce que ça dit de l'état actuel de notre démocratie et finalement jusqu'où peut-elle s'effondrer Je pense que la police est le dernier rempart de la Macronie. Il ne reste plus que ça. On voit bien que les élections ne marchent plus. Pour eux, les élections ne leur donnent pas le pouvoir et pourtant ils continuent avec des François Bayrou qui font moins de 36 députés au Parlement. On va dire le bâton policier est la dernière chose qui reste à Emmanuel Macron. Ce matin, on était en direct avec donc, la coordination rurale sur plusieurs fronts. Et un front depuis l'Essonne à Orvault était entouré, ils étaient 150 agriculteurs, ils étaient entourés de 5 centaures, plusieurs hélicoptères et 1000 policiers sur terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc oui, on est complètement dans un état policier, comme on retrouve l'état policier qu'on a pu voir pendant le Covid, comme on retrouve cet état policier aujourd'hui qui nous scanne pour vérifier si on n'est pas un critère, qui va bientôt en tout cas nous scanner pour vérifier si on n'est pas un critère 3 en voiture. Donc en fait, on est dans l'état du contrôle total, que ce soit pour les agriculteurs, pour les Français qui souhaitent circuler librement, pour ceux qui souhaitent travailler librement. Et à mon avis, c'est en fait le signe d'un État mourant, mais d'un État en même temps très dangereux, puisqu'on a perdu, selon moi, le peuple dans cette soi-disant démocratie. Peut-on parler de politique de la démesure ? Oui. Toujours faire des choses de façon démesurée afin d'entraver encore plus la vie, la liberté entre guillemets de circuler, de vivre, tout simplement. On est dans l'excès total d'une élite qui ne souhaite plus entendre son peuple. La démesure ou la tyrannie, l'autocratie, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il n'y a plus. On est dans une démocratie sans le peuple. Donc on est dans une cratie, mais démos n'est plus exact. On est en train, je pense, de vivre alors c'est très intéressant médiatiquement, de vivre des heures d'un côté très inquiétantes, mais qui peuvent aussi être le signe d'un changement d'air, peut-être, j'espère en tout cas. Le 6 décembre dernier, Ursula von der Leyen s'est rendue en Uruguay, mais le 6 décembre dernier, c'était aussi en pleine période de mobilisation des agriculteurs. On s'en rappelle, le mouvement avait déjà reprenait petit à petit en fin d'année depuis le mois de novembre. Il y avait des appels à la mobilisation, à des rassemblements devant le Parlement européen. Et malgré ça, elle a conclu des négociations avec le Mercosur. Finalement, quel message aujourd'hui ça renvoie Quel message renvoie Ursula von der Leyen aux agriculteurs? Ça renvoie déjà qu'on avait eu aussi, juste avant ça, cette séance d'Ursula von der Leyen, on avait eu Emmanuel Macron qui se filmait dans son avion pour dire « Vous inquiétez pas, vidéo privée qui poste sur ses réseaux, vous inquiétez pas les agriculteurs, je suis là pour vous défendre, jamais on ne signera le Mercosur, on est là pour vous défendre, etc. » Ouais, mon œil, d'ailleurs même Lula l'a dit, président brésilien l'a dit après, de toute façon, que les Français soient d'accord ou pas d'accord, on s'en fout, ce sera Ursula von der Leyen qui va signer le traité. Donc voilà, je veux dire, les choses étaient dites, la messe est dite, mais en fait on le sait, c'est pour ça que je dis Bayrou, Barnier, ce que vous voulez, ce sera toujours la même chose tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes. Et le taureau, c'est notamment pour nous le taureau bruxellois. Les pays membres de l'Union européenne, bon, en particulier la France, mais en règle générale, ont encore un pouvoir de parole auprès de la présidente Ursula von der Leyen, où aujourd'hui, finalement, toute souveraineté a été perdue pour justement ces pays membres. Et est-ce que c'est possible un jour de récupérer cette souveraineté si elle a été perdue ? Si on avait un politique digne de ce nom, qui souhaitait récupérer cette souveraineté, comme Orban le fait, au sein de l'Union européenne, on pourrait le faire. Surtout qu'encore une fois, on n'est pas justement la Hongrie, on est la France et on a quand même une certaine importance au sein de l'Union européenne d'ailleurs un budget excédentaire vis-à-vis de l'Union européenne. Donc je pense que si on voulait vraiment, on pourrait. Mais je ne me rappelle plus qui nous avait révélé ça d'ailleurs ici. C'est peut-être Pozzo di Borgo qui était très proche de ces questions européennes, ancien député, qui nous avait informé du fait que finalement beaucoup se cachaient derrière
cette obligation bruxelloise et cette soi-disant suprématie et supériorité bruxelloise pour dire « Ah, on ne peut rien faire, pas de peau, il y a la Bruxelles au-dessus de nous ». Et évidemment qu'on pourrait faire. Évidemment que de toute façon, on peut très bien ne pas appliquer. Ça reste une espèce d'entité abstraite qui peut faire quoi contre nous? Ils n'ont pas d'armée, hein, je rappelle. Donc si on souhaitait enfin défendre nos intérêts français, je pense qu'on pourrait parfaitement le faire. Donc voilà, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est Ursula von der Leyen qui mène la danse et pas Emmanuel Macron. Et pour en revenir à ces agriculteurs qui souvent voilà, sont dans des exploitations, ce sont eux qui doivent gérer leurs exploitations, donc il faut laisser aussi son exploitation pour venir se mobiliser, pour monter à Paris, pour se mobiliser, pour parfois pendant plusieurs jours, essayer de se faire, entendre. Vous qui suivez finalement ces problématiques depuis un moment, depuis le début, vous l'avez dit, le gouvernement joue-t-il aussi de ce gouffre en jouant la montre? C'est terrible, oui, mais je pense que c'est tout à fait ça. Je pense qu'il joue la montre, il joue la détresse, il joue la faim, il joue l'obligation de retourner sur leur terre pour pouvoir vivre de leur terre, vivre à minima, hein, comme on l'a dit. Parce que nous, on en avait encore un ce matin qui nous expliquait que c'était 80 heures par semaine pour gagner moins que le SMIC. Donc, en fait, oui, c'est ça, il joue l'usure, c'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure, c'est pour ça que je pense qu'il ne souhaite absolument pas accéder aux demandes des agriculteurs. C'est pour ça que Bayrou joue la montre en disant « Oh, dans une semaine, dans 2 semaines, on se retrouvera, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un coucou ». Bah oui, parce que de toute façon, ils n'ont pas comme priorité de sauver les agriculteurs. On l'a compris, sinon ils l'auraient fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendent? Emmanuel Macron n'est pas là depuis une semaine, hein. Et on en est à son... je ne sais même plus combien de temps il est là. J'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà qu'il est là, Emmanuel Macron. Il n'a pas bougé de son petit doigt. Donc oui, la réaction, elle aurait pu être là immédiate. Évidemment qu'il ne souhaite pas sauver nos agriculteurs. Voilà, et je pense que malheureusement, les agriculteurs, là, on a entendu une détresse encore aujourd'hui. Ils font ce qu'ils peuvent, vous l'avez rappelé. Ils dorment dans le tracteur, dans le froid, avant de partir... avec une tempête qui va s'abattre. Avec la tempête, avant de partir... en vacances de Noël, ils avaient déjà commencé. Il faisait extrêmement froid. Ils étaient là, dehors, à tenter de se faire entendre. Ils ont tout mon soutien, mais j'ai énormément de peine pour eux parce que c'est vraiment pas facile. Et quand ils reviennent, c'est pour retrouver une ferme avec une semaine de retard de travail. Donc évidemment qu'ils jouent l'usure, c'est déprimant. Et il va falloir, en fait, ce qu'il disait aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un mot à retenir. Donc si vous pouvez le faire passer, ce qu'il disait aujourd'hui, c'est que si le reste des Français ne s'allient pas à leur cause, ils vont mourir et les Français avec. Je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui que tout le monde comprenne que c'est très bien de s'agiter derrière son écran, justement, mais c'est encore mieux d'y aller vraiment, là. D'aller sur le terrain, de les soutenir, de montrer que votre profession aussi est en colère, et Dieu sait qu'il y a des professions en colère, et de s'activer pour se faire entendre, parce que sinon c'est cette profession-là, mais puis une autre, on va tous finir par mourir, en fait, par sauter par le précipice, donc dans le précipice. Donc les agriculteurs, ils sont juste en fait notre sentinelle. Ce sera les premiers peut-être à mourir, comme ils étaient les premiers à nous nourrir. Mais après, on suivra. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit tous mener l'action. Est-ce que c'est aussi peut-être un moyen pour le gouvernement de finalement les ramener entre guillemets à leur statut en les faisant patienter pour rester poli, afin qu'ils craquent et finissent finalement par lâcher l'affaire? Non, je pense pas. Enfin, ils ne lâcheront pas l'affaire tant qu'ils seront vivants, puisque de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de se battre et de se faire entendre, parce que là, ils ne vivent pas. Donc, en fait, ça, je pense que c'est ce qu'ils nous disaient encore aujourd'hui. Ils nous disaient, mais ils veulent quoi? Nous, de toute façon, on n'a rien à perdre. En fait, on a déjà tout perdu. Donc, dans ce combat-là, la différence, c'est qu'eux sont dans un cas désespéré. On sait ce que peuvent faire les désespérés. C'est aussi les plus dangereux, parce que finalement, ils n'ont plus rien à perdre. Leur vie n'a plus de sens. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, je pense que là-dessus, Emmanuel Macron n'a peut-être pas compris, on n'a peut-être pas la bonne stratégie. Il n'a pas compris qu'on est face à des personnes qui sont prêtes à mourir jusqu'au bout, enfin à se battre jusqu'au bout. Parce que de toute façon, c'est ça ou le suicide à la ferme. Vous mentionniez tout à l'heure que nous étions dans un état policier. Le fait d'envoyer comme ça policiers et gendarmes avec des moyens finalement, on va dire, colossaux, mais finalement limités, est-ce que c'est pas aussi envoyer
les envoyer un peu au charbon face à des tracteurs, face à des personnes qui, justement, n'ont qu'une envie, c'est de se faire entendre, quoi qu'il leur en coûte. Oui, alors est-ce que c'est pas envoyer au charbon la police? De toute façon, oui, mais elle sert à ça depuis le début, à mettre en place et valider, on va dire, la politique macroniste. Donc, tant qu'elle l'acceptera, ça c'est un autre questionnement, ça continuera comme ça. Après, ils étaient justement, les moyens sont colossaux et pour le moment, ils étaient majoritaires par rapport aux agriculteurs parce qu'on sent qu'on a mis toutes les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, notre agriculteur nous rappelait ce matin que apparemment Bruno Retailleau a même dit qu'il sortirait l'armée. Alors, on a des zones de non-droit partout en banlieue, à Marseille, d'ailleurs, c'est même plus qu'en banlieue maintenant. On ne sait pas les gérer. En revanche, la lutte contre les agriculteurs, ça, on sait très bien faire, évidemment. Donc, on voit bien aussi avec qui on décide d'être fort et de montrer le bâton. Et on voit bien les priorités de notre gouvernement. Donc, non, je ne pense pas je pense pas qu'ils étaient envoyés au charbon. Enfin, oui, ils servent comment dire, de bras armés de l'idéologie macroniste, et en ça, ils sont envoyés au charbon. Mais tant qu'ils l'accepteront, en tout cas, ils sont quand même bien armés. On sait qu'il y avait eu des commandes de Centaure justement juste après les Gilets jaunes. On voit à quoi ils servent aujourd'hui contre nos agriculteurs, donc contre ceux qui nous nourrissent tous. Voilà, je pense que la conclusion est assez claire. Hein. On se bat contre la France nourricière. Je vais changer de thématique, bien qu'elle soit toujours liée à l'actualité, parce que cette année 2025, c'est aussi le bouleversement des canaux TNT. C8 va fermer ses portes le 28 février prochain. On est toujours dans une actualité liée à la liberté d'expression. Hein. Finalement, aujourd'hui, aller contre le discours général, on pense notamment à l'émission Touche pas à mon poste, qui du coup va prendre fin par le biais, en tout cas, par le biais de ce canal de diffusion qu'est C8. Aujourd'hui, dire la vérité est-il devenu problématique ? Alors ça, je ne pense pas que ce soit problématique. Je pense même que ce soit fondamental et essentiel et que ça fait partie de notre rôle à nous. En revanche, c'est compliqué pour des gens qui souhaitent être sur un poste confortable. Donc Cyril Hanouna a pris des risques. Il les paye par l'Arcom qui le punit pour ça. Mais bon, on n'est pas très inquiet parce qu'ils ont commencé, ils ont de quoi aussi se défendre, le groupe Bolloré. Et donc on va voir un peu jusqu'où va aller cette scène-là. Mais ça montre en effet l'ambiance. L'ambiance, c'est évidemment le contrôle de la liberté d'expression, comme on a pu le voir d'ailleurs sur les autres sujets, contrôle de la liberté tout court de circuler. Mais là, c'est le contrôle de la liberté d'expression qui est plus que jamais mis en place en France et en Europe. Mais ce qui est intéressant, et là on vit vraiment quelque chose, c'est que l'Arcom s'attaque ici à Cyril Hanouna, mais on a des médias tels que vous, tels que nous, qui pour le moment en tout cas, certes on est très embêtés, on va en reparler, mais pas par l'Arcom encore, plutôt par les plateformes privées telles que YouTube, mais et on prend de plus en plus de place dans le paysage médiatique, des médias comme nous, alternatifs, qui, eux, s'attellent à dire une vérité qui ne souhaite pas être entendue sur les plateaux mainstream. Et cette vérité, aujourd'hui, est relayée. Et alors là, je pense que ça va vraiment changer la chose, par notamment Elon Musk, futur ministre de Donald Trump, et je rappelle, patron de X, qui a tweeté « You are the media now », donc vous autres citoyens, avec le réseau social X, vous êtes les médias, et nous allons faire l'information différemment. Voilà ce qu'il disait. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, panique à bord partout, que ce soit au niveau européen, Nathalie Loiseau, Thierry Breton, évidemment, avec son Digital Service Act, Le Monde et tous les autres qui servent un peu la soupe, s'inquiéter de la place que prend Elon Musk et de parler d'ingérence étrangère d'Elon Musk, que ce soit pour la politique allemande, que ce soit pour la politique au Royaume-Uni, notamment son fameux Free Tommy Robinson. On voit ici, évidemment, panique à bord parce que le discours n'est plus contrôlé. Et on avait, justement, on revient sur Hillary Clinton, mais tout ça est lié, et les réseaux pédophiles. Hillary Clinton avait expliqué dans une interview, avant les élections, que s'il perdait le contrôle des réseaux, il perdait tout. Je trouve que c'est très significatif. Et ils sont en train de perdre le contrôle de certains réseaux. C'est pour ça qu'ils ont souhaité lutter contre TikTok.
qui a permis l'élection en Roumanie, le passage au premier tour en grande pompe du président, du candidat Georgescu, roumain. avant que l'élection ne soit annulée. Annulée, car, soi-disant, il y avait des problèmes au moment des élections, et en fait, on voit bien ici que toute l'Europe s'en est mêlée, et les juges européens, pour aller annuler une élection qui, visiblement, s'était passée tout à fait légalement. Donc on voit bien ce qui se passe et on voit la panique européenne. Et d'ailleurs, un dernier mot, parce que je trouve ça tellement drôle, c'est hyper symptomatique. Nathalie Loiseau, qui va donc diriger une commission, la commission du bouclier démocratique européen. Donc aujourd'hui, le bouclier démocratique européen sert à lutter contre le véritable peuple de chaque pays, donc européen. On voit bien ici, là on est vraiment dans une novlangue parfaite, où en fait cette élite se précipite pour lutter contre cette bouffée d'air frais que nous apporte notamment Elon Musk, même si on aurait d'autres choses à dire sur lui, et les réseaux, et en tout cas cette liberté d'expression qu'on n'a plus ailleurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui, finalement, dans notre société défendent la liberté d'expression. Je vais la suite de ma question, mais Elon Musk la défend aussi, mais il y a tout un pan de la bien-pensance, certaines personnes pour qui la liberté d'expression n'est que leur vision à elles, oui. Et disent aujourd'hui justement quitter X, anciennement Twitter donc, au nom de la liberté d'expression. Aujourd'hui finalement, on a l'impression qu'il y a deux visions de la liberté d'expression qui s'opposent. Oui. Quel regard? Oui, alors comme on a deux visions de la démocratie, mais on voit bien qu'il y en a une qui n'est qu'étiquette pour se donner encore le beau rôle. Parce qu'on a justement Nathalie Loiseau, Thierry Breton, là, qui commence à paniquer, ne nous parle que de démocratie, de liberté d'expression. Oui, il faut qu'on puisse parler et dire que le peuple s'exprime. Si vous laissez le peuple s'exprimer, déjà, respecter son vote, première chose. Je rappelle aussi le référendum de 2005. Hein, et deux, laissez-le parler. On n'a plus le droit de parler, on ferme les réseaux, on ferme les plateformes, etc. Donc, bon, évidemment, la liberté d'expression, comme la démocratie, a deux vitesses. Et on ne choisit que celle qui nous arrange, c'est-à-dire celle qui va dans notre sens. Et bon, personne n'est dupe de ces mots qui sont jetés par tous ces gens qui ne représentent plus rien, en fait. Je pense que là, les choses sont assez claires pour tout le monde. Vous parliez tout à l'heure du tweet, de la publication d'Elon Musk où il disait « You are the media now », vous êtes les médias maintenant. Et je vais faire un parallèle avec l'élection de Donald Trump pour parler de l'essor de nos médias en France. Je pense à Toxin, je pense à nous, Omerta, je pense aux Incorrectibles, notamment d'Éric Morillo, je pense à TV Liberté. Est-ce que finalement 2025 peut être une année transitoire pour donc ces médias dits alternatifs? On a vu qu'ils avaient joué quand même un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump. Il y a des audiences grandissantes, parfois plus que certains canaux TNT qui sont aujourd'hui relégués dans les bas-fonds de la numérologie et qui font aujourd'hui faillite. Est-ce que vous pensez du coup que ça peut être une année transitoire pour nos médias? Alors j'en suis persuadée. Alors, il y a deux temps. Il y a le temps américain. Aux États-Unis, c'est clair. C'est déjà passé en fait. La bascule a déjà eu lieu. Elle a eu lieu avec l'élection de Donald Trump, vous l'avez dit. Donald Trump est passé par les canaux alternatifs, par l'interview de Tucker Carlson, par l'interview de Joe Rogan. Et donc voilà, là c'est les podcasts, les tweets, etc. qui permettent aujourd'hui de gagner une élection. Même chose pour, mais il n'a pas gagné, pour Calin Georgescu en Roumanie d'ailleurs, petit aparté. Donc on revoit encore ici, lui c'était TikTok, l'effet, le phénomène surprise. Et dans les deux cas, les instituts de sondage qui ne voyaient pas. Alors, les instituts de sondage américains, à la fin, ont corrigé, mais pendant très longtemps, qui ne voulaient pas voir la percée de ces candidats portés par autre chose que par les médias officiels et bien pensants. Donc là, évidemment, alors la bascule a complètement eu lieu aux États-Unis parce que elle est emportée par Donald Trump et la vague, et évidemment Elon Musk et la puissance de tir qu'il a avec son réseau social. Je rappelle quand même que là, Elon Musk a demandé qu'on ouvre, comme l'avait fait Donald Trump,
les archives, notamment sur l'affaire P. Diddy, etc. On va ouvrir les archives, c'est ce qu'a promis Donald Trump sur l'assassinat de Kennedy. Là, Elon Musk, en ce moment même, est en train d'influer. Là, pour le coup, je suis d'accord avec Nathalie Loiseau, mais je vais faire mon correctif après. Il est en train d'influer, enfin d'agir directement en disant fouille Tommy Robinson, de mettre la lumière sur les gangs pakistanais qui avaient été complètement éludés, mis de côté par l'ensemble de la caste politique et judiciaire du Royaume-Uni. C'est juste gravissime. Nous, on en avait fait une vidéo à l'époque. Et là, en fait, lui, il remet la lumière sur ces sujets-là, qui permet de revenir et de reposer la question et d'ouvrir un débat sur des choses gravissimes qui ont été mises de côté par toute une élite, toujours la même élite. Tout comme il est le premier là à donner la parole, ça va arriver dans quelques jours, à une candidate de l'AfD allemande, parce que l'AfD est interdite de plateau. Donc en fait, si vous voulez, il renverse complètement la table en permettant de mettre des sujets au premier plan qui sont totalement interdits, on revient à la liberté d'expression, par des médias. Je me permets juste de compléter ce que vous dites, mais le fait du coup qu'il donne la parole à cette personne de l'AfD crée en plus une polémique parce qu'on lui donne la parole. Ah oui, bien sûr. Donc, non, mais c'est évidemment, là tout le monde est Le Monde, The Guardian, les Allemands. D'ailleurs, il a donné aussi une interview à Die Welt en Allemagne, Elon Musk. Du coup, il y a des journalistes de Die Welt qui ont démissionné parce que c'est gravissime quand même de donner la parole à Elon Musk. Enfin voilà, on en est. Donc évidemment, là, toute la caste médiatique mainstream et bien pensante est totalement aux abois par rapport à ce qui se passe. Mais je voudrais juste tempérer, parce que justement je dis qu'il influe. Oui, il influe, parce qu'il permet d'ouvrir des sujets qui sont fermés volontairement par tous ces médias. Donc là-dessus, il y a une influence. Mais il y a une influence, mais il n'y a pas une ingérence. Et il faudrait quand même distinguer les deux. Parce que Nathalie Loiseau, Thierry Breton, là tous, les Allemands, Macron, n'en parlons pas, parlent d'ingérence étrangère. D'ailleurs, Le Monde, dans l'édito du 1er janvier, je crois, parlait de l'ingérence étrangère de Elon Musk, comparable à celle de Moscou. Non, il n'y a pas d'ingérence. Il permet de parler, il met sur la table des sujets, il permet de discuter. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est de la discussion, c'est de l'ouverture de débat. C'est à la limite du lanceur d'alerte, comme on pourrait l'être Snowden. D'ailleurs, en parlant de Snowden, lui avait dit que les présidents américains nous espionnaient via la NSA, et ça, pour le coup, c'est de l'ingérence. Mais ça ne paniquait pas. Ça, on n'a rien dit. Donc quand il y a de l'ingérence, on ne dit rien, américaine. En revanche, quand il y a lumière sur un sujet interdit, on appelle ça ingérence, et on veut, attention, parce que The Guardian dit il s'agit Elon Musk est au niveau d'un État voyou et il faut des sanctions. Donc voilà, on veut sanctionner ceux qui permettent de débattre des sujets. Je vais juste en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport du coup au rôle du coup des médias alternatifs, mais du coup rebasculer de l'autre côté de l'Atlantique, revenir en France et parler de nous, de nous finalement. Voilà. Parlons de nous. On est en 2025, les prochaines élections présidentielles sont dans 2 ans, sont en 2027. Est-ce qu'une campagne à la Trump, est-ce que les politiques sont aussi aujourd'hui en mesure de se dire on va changer différemment d'angle, on va aller voir les canaux dits alternatifs sur YouTube parce qu'ils font de l'audience? Est-ce que finalement une campagne à la Trump est possible en 2027? Je pense notamment peut-être au Rassemblement national. On parle beaucoup de Jordan Bardella, très critiqué après son passage dans l'émission de Léa Salamé sur France 2, mais Jordan Bardella aussi a un profil peut-être très, entre guillemets, où il préférerait plaire au système, mais aujourd'hui finalement, qu'est-ce que le système et est-ce qu'il est possible de plaire au système? Et aujourd'hui finalement, tant que la majorité des Français n'auront pas... il y a beaucoup de questions dans ma question, mais est-ce que Jordan Bardella ne se tire pas une balle contre son propre camp en jouant justement l'image lisse et les grands médias comme ils l'ont fait là? Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont gagné la dernière élection en étant justement très présents, enfin ils n'ont pas gagné, mais ils ont été très très majoritaires, en étant très présents dans les médias régionaux, le Rassemblement national.
À l'époque, tout le monde se moquait un peu d'eux en disant oh, regardez, ils font le truc du pecno local, les comices agricoles, etc. Ils n'arrivent pas à accéder aux grands plateaux. En fait, c'était une stratégie gagnante. Et ils l'ont eux-mêmes oublié. Et maintenant, ils ne jurent que par TF1, France 3 et je ne sais qui d'autre, BFM. Ce qui est complètement idiot, parce que oui, je ne crois pas que ce soit ce que les Français qui ont voté pour eux recherchent. Justement, ils cherchent à entendre quelqu'un qui aille s'opposer à la bien-pensance qui nous est imposée depuis une cinquantaine d'années. Donc si on joue le jeu de ces médias qui existent depuis une cinquantaine d'années, c'est quand même dommage. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une erreur de stratégie. Peut-être vont-ils la comprendre, parce qu'ils regardent quand même aussi pas mal ce qui se passe aux États-Unis. Donc peut-être vont-ils la comprendre. Reste qu'ils sont sur une image en effet très lisse et je ne suis pas sûre que ce soit ce que veuille. Alors oui, stratégie de la majorité, il faut rassembler au mieux, donc il faut rassurer le retraité qui nous regarde derrière sa télé. Mais bon, moi je suis peu convaincue en tout cas par la stratégie de communication qu'ils ont. Je sais que Jordan Bardella est allé sur un plateau alternatif. Bon, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter là je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une autre différence avec les Américains. Bah déjà, on n'a pas, j'ai pas vu encore Donald Trump français qui souhaite se présenter. Et en plus, Donald Trump n'était pas tout seul, il était lié à Elon Musk, multimilliardaire puissant de son réseau social. Il s'est allié avec Kennedy qui avait une force de frappe et un intérêt très intéressant sur ses recherches, notamment sur les vaccins, mais pas que, sur l'écologie. Donc pour le moment, je ne vois pas cette alliance exister en France. On a des souverainistes mais qui ne passent pas la barre des 3%. Donc on n'est pas du tout sur le même paysage. Ça, c'est pour le paysage politique. Et pour le paysage médiatique, ça va prendre un peu plus de temps la bascule, puisque nous avons des médias. Parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe là, c'est qu'il y a des faillites généralisées. CNN a perdu la moitié de son audience, ils font des plans sociaux, CNNBC aussi. Voilà. Nous, on a des plans, des licenciements, notamment aux Parisiens, aujourd'hui en France. Mais nous, on a encore des médias qui, même s'ils ne font pas d'audience et pas de lecteurs, sont largement subventionnés ou portés par des oligarques. Donc ça, tant que ça continuera d'exister, ces subventions publiques, eh bien, il y aura une différence de jeu, entre guillemets, entre eux et nous. Ce qui n'est plus le cas aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas ces subventions publiques. Donc eux, on perd de l'argent, on fait un plan de licenciement. En revanche, les médias alternatifs, les podcasts, etc. gagnent de l'argent, enfin réussissent en audience, ils gagnent de l'argent. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Nous, il va falloir un peu plus de temps pour qu'on puisse véritablement prendre la place, je pense. Mais bon, quand même, rappelons les audiences que vous avez plus de 300 000 abonnés. Nous, on s'en approche. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une véritable attente. Il y a une attente. Et nous, le matin, sur YouTube, on est la première matinale sur YouTube en France. Donc ça, devant ces médias qui sont gavés d'argent public. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que vous dites, mais je m'adresse aussi à vous, chez vous, qui nous regardez sur YouTube. Mais c'est vrai que pour la survie de nos médias, il y a aussi besoin d'argent, il faut les faire fonctionner. Il y a des salariés derrière, il y a des personnes qui donnent de leur temps, qui travaillent à temps plein justement pour vous garantir une information fiable, indépendante, aller sur le terrain, aller sur les différents fronts, notamment le conflit russo-ukrainien. Donc voilà, il y a aussi tout ce mécanisme-là que les gens aussi doivent comprendre, parce que beaucoup râlent quand on propose aussi du contenu payant, mais ça va aussi de notre survie. Bah, évidemment. Notre avenir. Je pense que beaucoup oublient, on a eu un phénomène de presse gratuite. On avait tous les sites en France, il y a une vingtaine d'années, le début des sites d'information, qui étaient gratuits. Et il y a eu une erreur presque de communication de la presse qui a fait croire aux gens que l'information était gratuite. Et c'est, je pense, l'origine du mal d'ailleurs de la presse, qui a continué de faire cette information quantitative à la seconde près, en balançant des dépêches AFP, et en oubliant de faire du fond. Et une erreur quand même des lecteurs, des auditeurs, de se dire, bon, je veux toujours plus d'informations toutes les secondes, mais je veux surtout pas payer. Bon. Donc à un moment donné, face à ces deux erreurs de communication et d'entente, on se retrouve aujourd'hui pris au piège
bah oui, je comprends pas, vous nous demandez de l'argent. Bah oui, non mais en fait on est une équipe, on travaille, et pourtant comme vous, on est une toute petite équipe, donc on travaille énormément. Mais évidemment, il faut pouvoir se déplacer, bouger, payer le matériel, payer les studios, payer les caméras, payer le loyer. Enfin, donc, et tout ça n'est pas gratuit. Donc évidemment que la presse n'est pas gratuite. Et plus vous voulez de l'information riche, plus il faut payer. Parce que le reportage, c'est énormément de temps et beaucoup de temps, entre guillemets, perdu. On n'a pas un produit immédiat. Mais c'est une recherche. Et je pense que les gens recherchent cette recherche et cette qualité d'information. Merci Clémence Oudiakova, on le rappelle, vous êtes animatrice, rédactrice en chef de la matinale Talk 5, qu'on peut retrouver donc sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Peut-être juste une dernière question pour terminer, quels sont les projets de Talk 5 pour cette nouvelle année ? Beaucoup de projets, mais d'abord, on commence à envoyer, nous, justement, des reporters. On n'avait pas de reporters jusqu'à maintenant, on avait ciblé sur la matinale. On a des reporters, alors nous, on ne va pas sur le front ukrainien, on n'a pas cette capacité, puis à la limite, on laisse Omerta faire ce très bon travail. On va plutôt, on était avec les agriculteurs encore aujourd'hui et hier. On était sur l'affaire du procès Ursula von der Leyen. On cible certains sujets et on y va, et donc on se déplace. Ça, c'est une nouveauté Talk 5 pour nous, en tout cas. Donc on est très content de le faire parce que, évidemment, le terrain, c'est fondamental pour pouvoir avoir des images qui ne sont pas celles qui sont relayées ailleurs, ou même qui ne sont pas du tout relayées, encore une fois, pour parler de ce projecteur. Et puis, on a d'autres projets, projet d'une émission un peu plus détente avec les Tintins. Nos éditeurs connaissent les Tintins. Je pense qu'il y a une super capacité pour cette émission qui serait pour le moment hebdomadaire, voire plus. Donc une émission avec de l'humour et de l'analyse de l'actualité comme toujours, une émission du soir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer pour cette nouvelle année. Pourquoi pas une émission de vulgarisation scientifique, on vous en reparlera. Et puis, évidemment, André Berkoff qui nous a rejoint pour ces longues interviews du dimanche. Merci beaucoup Clémence Oudiakova. Chez vous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cet entretien. Je vous rappelle que notre dernier magazine Anti-Woke, en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés, est disponible dans 5000 kiosques partout en France, avec en couverture, bien évidemment, vous les aurez reconnus, Béatrice Rosen, Christine Kelly et Sonia Mabrouk. Je vous rappelle également la sortie sur notre application Omerta, le dernier documentaire autour de la prostitution des mineurs, une plongée au cœur de la prostitution des mineurs, Sugar Baby, l'Eldorado 2.0. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.